Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour un tout nouveau projet avec Next.js et on va se coder ici un convertisseur de devises. Donc on va pouvoir rentrer un montant, choisir la devise de départ, donc par exemple l'euro, et choisir du coup la devise de conversion. Donc le dollar américain, le livre sterling, le yen ou encore le dollar canadien, c'est ce qu'on va mettre en place, mais vous pouvez mettre toutes les devises que vous voulez. Et donc ici par exemple si je mets un montant de 2000 euros et que j'appuie sur convertir, hop, je vais avoir ici la conversion en dollars américains. Donc pour ça, on va utiliser Next.js, Tailwind CSS pour monter notre interface assez rapidement. On va pas avoir le design de l'année, mais on va se concentrer du coup sur la fonctionnalité. Et on va utiliser une API, donc l'API Exchange Rate API, qui va nous permettre donc de gérer justement les conversions. Donc si tu es prêt, mon ami, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Sinon, bah, c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web. Je te propose divers tutos, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js et j'en passe. Il y a également des formations complètes entièrement gratuites sur la chaîne, comme par exemple HTML, Tailwind et Bulma CSS de A à Z. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a également des formations si vous voulez aller plus loin sur le site laminutedecode.io. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre. Allez, bon visionnage à tous. Donc c'est parti, première étape, on va initialiser un projet avec Next.js. Donc rendez-vous sur le site nextjs.org où nous allons pouvoir récupérer la commande ici npx create next app @latest. Il suffit de cliquer dessus et ça va le copier automatiquement. Ensuite, j'ai ouvert mon bureau sur mon éditeur de code. Je vais utiliser Cursor, mais vous êtes libre d'utiliser l'éditeur de code de votre choix. Ça n'a aucune importance pour la suite du tutoriel. Ensuite, seconde étape, donc je vais ouvrir mon terminal, donc CTRL-SHIFT-U accent grave, où vous allez tout simplement venir dans Terminal, nouveau terminal, pour ouvrir un nouvel onglet du terminal. Ensuite, je vais coller tout simplement ma petite commande. Il va nous poser quelques petites questions, notamment la première question va être le nom du projet, ça n'a pas d'importance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça va être le nom qu'il va donner au dossier qu'il va générer juste ici. Pour ma part, je vais l'appeler tuto. Seconde question, ils vont nous demander si on veut utiliser TypeScript. Oui, on va utiliser TypeScript, c'est du JavaScript typé, c'est assez sympa de l'utiliser. Troisième question, on nous demande si on veut utiliser ESLint, qui est une extension assez sympa qui permet de vérifier les erreurs de syntaxe directement lorsque l'on code. Très pratique, mais on ne va pas l'utiliser dans ce projet, donc on va dire non. Pour Tailwind CSS, oui, comme ça va nous permettre de monter l'interface assez rapidement. On nous demande ensuite si on veut utiliser le source directory. Nous, on va plutôt utiliser le app directory, ça n'a pas d'importance, ça va être surtout au niveau de la structure en fait, des dossiers et des fichiers. Ensuite, pour le app router, c'est recommandé, donc on va dire oui. Et on a cette nouveauté depuis Next.js 15, donc le Turbo Pack qui remplace le Webpack qui utilise Next.js par défaut. Et donc c'est optionnel, si vous l'activez, ça va remplacer le Webpack. Et du coup, vous allez avoir des améliorations, que ce soit sur la mémorisation, le build et sur d'autres sujets. Donc oui, on va l'utiliser et on va dire non pour l'import d'alias. Donc hop, une fois qu'on a fait tout ça, ça va initialiser notre projet, ça va générer tous les fichiers, tous les dossiers. On peut d'ailleurs cliquer déjà sur tuto et on peut voir, vous voyez, le dossier app, c'est là qu'on va passer le plus de temps. Le dossier public, c'est là que on stocke tout ce qui est médias, images, vidéos, audio, etc. On a également le dossier non-module pour les dossiers et les fichiers des dependencies qui est lié au package.json juste ici, hein, au niveau des dependencies et des dev dependencies. Donc je rappelle que la différence entre les dependencies et les dev dependencies, c'est que les dev dependencies sont des dépendants simplement pour le développement de l'application et non pour la production, et les dependencies, eux, vont rester même pour la production. Et donc ici, on a également les fichiers de configuration, comme le fichier de configuration de next.config.ts, et par exemple les fichiers de configuration pour Tailwind CSS. Nous, on ne va pas vraiment toucher à ces fichiers, on va simplement attendre qu'il initialise du coup tout ça, et on va pouvoir démarrer notre application sur notre navigateur grâce au script que l'on peut retrouver dans le package.json. Au niveau des scripts ici, vous voyez le npm run dev pour lancer l'application avec le double tiret turbo pack vu qu'on a choisi d'utiliser le turbo pack. Donc pour ça, vous voyez, je suis dans le desktop, je ne suis pas dans le dossier tuto. Donc pour ça, il y a trois solutions. Soit je fais un cd suivi du nom du dossier, bon, par exemple tuto, cd tuto. Et donc là, hop, je vais switcher directement dans le dossier tuto. Soit je clique ici et je fais un Open Integrated Terminal, donc ça revient à la même chose. Soit, bah, hop, on ne va pas s'embêter, on va venir chercher directement
notre dossier, comme ça on n'aura pas ce petit problème. Parce que si vous installez des dépendances en dehors du coup du dossier de votre application, ça ne va pas fonctionner. Une fois que ceci est fait, on est bon, on va pouvoir donc démarrer l'application. CTRL-SHIFT-U accent grave de nouveau pour ouvrir notre terminal et on va faire donc le npm run dev pour lancer l'application. Il va nous donner un lien localhost, généralement branché sur le port 3000. Donc on va pouvoir cliquer dessus et ça va l'ouvrir sur le dernier navigateur que l'on a touché. Donc pour ma part, je vais utiliser Chrome. Donc on attend un petit peu qu'il nous donne le lien, donc c'est assez rapide. C'est juste que j'ai une petite appli qui tourne, du coup aussi OBS qui tourne derrière. Donc hop, mon ordinateur n'est pas très content, mais on s'en fiche. On a enfin le lien, on va pouvoir cliquer dessus et donc ici on aura notre application juste ici. Parfait, parfait, parfait. Et ici on a du coup tout le contenu, on va dire basique, principal, lorsqu'on génère une application avec Next.js. Donc on va se faire un ménage tout simplement dans page.tsx, ça correspond à tout ça. J'efface le import image et tout ce qu'il y a dans le return, tout simplement. Tac, 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 tout ça on l'efface et on va simplement mettre les React Fragments avec un H1Hello par exemple. Hop, nickel. Et donc je vais me retrouver ici avec un simple H1Hello. Parfait. Seconde chose, on va aller chercher la clé API du coup de notre API. Donc ici, je vais faire un fichier .env pour les variables d'environnement et je vais pouvoir stocker ici ma clé API en toute sécurité. Donc pour ça, je vais faire une variable d'environnement que je vais appeler next public API key égale. Et donc pour récupérer votre clé API, il suffit de se diriger sur le site de Exchange Rate API, de rentrer votre adresse mail. Et du coup, il va vous envoyer votre clé directement par mail, même si vous avez également un petit dashboard où vous pouvez retrouver la clé, mais il va vous l'envoyer directement également par mail. Donc hop, moi, je vais la mettre juste ici et on va pouvoir donc commencer à coder notre application. Donc notre page principale va nous servir, on va dire, de recueil de composants, puisque on va vouloir créer un composant à part. Pour ça, je vais venir dans App et me créer un dossier que je vais appeler Component. Et dans ce dossier, je vais me créer un fichier que je vais appeler currency. Alors, on va mettre en majuscule currency converter. Donc, .tsx, on est en TypeScript. Ici, on va faire un RFC. Donc, ça, c'est grâce à une extension. Si vous n'avez pas cette extension, vous allez dans extension ici et vous cherchez l'extension ES7. Alors, ES7 React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire des raccourcis clavier et ce qui vous fait gagner également en temps et en productivité. Donc, c'est celle-ci. Et vous pouvez donc l'installer et directement la déployer. Alors, il se peut que vous devez redémarrer l'éditeur de code lorsque vous l'installez si il n'a pas pris en compte les modifications. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir importer du coup mon composant currency converter dans ma page principale. Donc ici, je vais faire un import currency converter from component currency converter. Jusqu'à là, on est bon. Dans notre return, dans notre div principal à la place des React Fragments, on va utiliser une balise main qui est une balise sémantique. Cette balise main, il n'en faut qu'un seul par site ou application. Ça va situer en gros le contenu principal de votre application ou de votre site web. Et donc vu qu'on est avec Tailwind CSS, on va pouvoir rajouter des class names. Assez rapidement, on va pouvoir le styliser, on va pouvoir lui donner un min-hash screen, donc ça va lui donner une hauteur minimum de 100 viewport 8, qui est une unité relative. On va pouvoir utiliser flex pour utiliser flexbox sous le capot, en utilisant également item center pour le centrer sur Y, et justify center pour le centrer sur X. On va également lui donner un BG gray 100. Donc ça, c'est juste pour la petite couleur de fond. Et donc, vous voyez ici, grâce à Flexbox, je suis venu centrer mon H1, parce qu'il est enfant, mon H1 de mon main, et il est venu donc se centrer au milieu, vous voyez, de mon élément, grâce à Flexbox. Vu qu'on lui a donné également une hauteur minimum. Ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ceci, et à l'intérieur, hop, je vais effacer mon H1, je vais me faire une petite div ici. On va faire une div avec la classe wfull. On va lui donner également la classe maxWidthMD. On va lui donner du padding de niveau 6. Donc le padding, c'est la marge intérieure à notre élément. BGWhite, donc pour la couleur de fond. RoundedLG pour arrondir les angles. Et un ShadowLG. Donc ça, c'est pour la petite ombre portée. C'est assez sympa d'habiller nos éléments avec une petite ombre portée. Hop. Nickel. Et donc ici, à l'intérieur, on va pouvoir donc rentrer notre composant currency converter directement. Alors,
hop, je fais juste une petite tabulation ici, nickel. Et donc ici, on a bien notre carte avec notre currency converter qui correspond au contenu tout simplement de notre composant. Donc ici, maintenant, avec notre page, on a fini, on peut le fermer et on peut passer du coup à notre composant. Pour notre composant, on va avoir besoin de useState. Donc ici, je vais venir importer mon petit hook qui vient de React. Sauf que je suis avec Next.js et Next.js a un rendu par défaut SSR, c'est-à-dire un rendu côté serveur. Que ce soit un composant ou une page que vous créez, automatiquement Next.js le renvoie comme un côté serveur. Sauf si on utilise donc la directive useClient pour lui dire que ce composant ou cette page aura un rendu côté client. D'ailleurs, ici, vous voyez, je ne l'ai pas encore mis et j'ai une erreur. Vous voyez, ils me disent que import useState, hop, il y a une petite erreur. Ils disent que j'importe du coup useState dans un composant serveur et qu'il faut que j'utilise donc la directive useClient. Donc ici, je vais venir tout simplement utiliser useClient. Alors, à savoir que même si je ne mets pas useServer ici, hop, eh ben, Next.js a le rendu côté serveur quand même si on ne met pas cette directive explicitement. Hop, on peut remettre le useClient. Et seconde chose, vous voyez, donc l'erreur du coup a disparu. Et seconde chose, on va se créer donc un tableau de dépendance, un tableau qu'on va appeler currency pour regrouper toutes les devises du coup de conversion. Donc on va se faire un tableau d'objets dans lequel à chaque fois on va avoir un code. Donc par exemple, on aura l'euro, euro, et on aura un nom, donc name euro. On aura la même chose par exemple pour le dollar américain. On aura la même chose également pour le British Pound, le livre sterling. On va également avoir la même chose pour le yen, on a dit, et le dollar canadien. Alors hop, alors il nous a mis l'australien. Alors pourquoi pas mettre l'australien. Allez, partons sur l'australien. Nickel. Alors simplement, toc toc toc, on est plutôt bon à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant se créer notre states par rapport à notre hook. Donc il va nous falloir plusieurs states. Premier state qu'il va nous falloir, c'est pour le montant que va rentrer l'utilisateur du coup dans notre input. Donc ça va falloir l'enfermer dans un state. Donc on va l'appeler amounts et on aura cet amounts qui va nous permettre de changer ce state et on va lui dire que c'est égal à useState et on va le faire démarrer bien sûr avec une chaîne de caractères vide. Alors ce qu'on peut faire vu qu'on a avec TypeScript, c'est lui dire que hop, ce sera un type string. Comme ça on vient le typer. Ça, c'est parfait. Et donc, on va avoir également du state pour la devise de départ et la devise de conversion. Donc, pour ça, même histoire, on va se faire un const, on va l'appeler from currency, par exemple. Et donc, on aura set from currency. Et on va lui dire donc que ça va démarrer par l'euro. Alors, on n'est pas obligé de le typer, celui-ci. On va faire la même chose pour le to. Donc, to currency et set to currency. Et par exemple, pour la devise de conversion, par défaut, ce sera le dollar. Mais après, l'utilisateur, bien sûr, pourra le changer. Ensuite, on aura le résultat. Donc, je vais faire un const. On aura donc result et set result. Et donc ici, on va lui dire que c'est égal à useState, qu'il sera soit de type number, soit de type null. Et on le fait démarrer directement à null, puisque le résultat sera un nombre. D'accord, un nombre converti. Ensuite, on va avoir également un const isLoading pour savoir si c'est en chargement et set isLoading, même si on aurait pu utiliser le nouveau hook de React qui est useTransition qui permet de gérer ceci. Bon, là, on va le faire avec useState, peu importe. Et donc, on va le faire démarrer avec un boolean false, soit true, soit false. Donc, false pour lui dire qu'on le démarre du coup à 0. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour la conversion. Donc, cette fonction, on va l'appeler par exemple handleConvert. Const handle convert, parfait. On va lui dire que c'est une fonction asynchrone. Une fonction asynchrone, je rappelle, c'est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse. Et donc ici, cette fonction, on va faire quoi? Eh bien, première chose, on va vérifier si le montant a été saisi. Sinon, on arrête la fonction. Donc pour ça, je vais lui dire if, si j'ai le contraire de amounts, alors bah tu return tout simplement. Donc ça va arrêter la fonction. Ensuite, on va commencer à activer l'état de chargement pour indiquer que notre opération est en cours. Donc pour ça, on vient changer le state de isLoading à true, tout simplement. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir commencer du coup à utiliser un try et un catch pour enfermer les éventuelles erreurs si jamais il y a une erreur. Donc ici, je vais faire un try et donc on aura un catch en cas d'erreur. Hop et hop.
En cas d'erreur, on va faire un console error. Et donc, on va le dire error converting currency avec l'erreur pour pouvoir du coup débugger. Et on va passer à la fin le set is loading. On va le remettre à false. Alors, en dehors du catch, hein, juste à la fin du coup de notre fonction. Ensuite, dans le try, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier si notre clé est définie dans nos variables d'environnement. Donc, on vérifie toujours. Hein, donc, if, si j'ai le contraire de process.env. Et donc, on l'a appelé next public API key. Alors, dans ce cas-là, on va renvoyer un true new error. Hop, on va renvoyer un true new error. API key is missing. Donc, clé API non configurée. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est effectuer une requête vers l'API. Notre API, donc, pour les taux. Et on va utiliser, du coup, notre clé. Pour ça, on va devoir utiliser une variable, par exemple, qu'on va appeler response, est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. On utilise fetch et on ouvre, du coup, nos templates literals. Alors, hop, ici. Et ensuite, nous allons pouvoir rentrer, du coup, notre URL. Donc, c'est http. Hop, il me la propose, pourquoi pas. C'est https://v6.exchangerate.api.com. Donc, ça, vous pouvez le retrouver également sur le site. Et à la fin, vous faites un /v6/ et on fait référence avec un $accolade à notre clé. Ensuite, on peut rajouter du coup l'attest et pas pair. On va mettre un l'attest et on va faire référence du coup au from currency. Donc ça, on peut tac l'effacer comme ceci. On n'en a pas besoin au niveau de notre URL. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir maintenant vérifier si la réponse de l'API est valide, si on reçoit un statut de 100 ou non. Donc pour ça, je vais lui dire if, si j'ai le contraire de response.ok, alors dans ce cas-là, tu me renvoies un true new error, comme tout à l'heure. Sinon, on convertit la réponse en format JSON. Donc pour ça, je fais un const data est égal à await response.json. Donc on transforme la réponse en JSON. Et maintenant, on va pouvoir le manipuler. Déjà, on va vérifier également si l'API a retourné une erreur dans les résultats. Donc ça, c'est possible. Donc pour ça, on va lui dire if, si data.result est strictement égal à error, alors, pareil, même histoire. Oups, on va renvoyer un true new error avec le type d'erreur. Parce que cette API, s'il y a une erreur avec cette API, elle va nous renvoyer l'erreur avec le type d'erreur. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on retourne un new error de data, entre crochets, vous voyez, error type. Tout simplement. Ensuite, on va pouvoir récupérer le taux de conversion pour la devise ciblée. Donc pour ça, on va faire un const wait. Alors, oups, tac, il me l'a auto-complété. Wait est égal à data.conversion underscore rate de to currency, qui est notre state pour la devise de conversion. Ensuite, on calcule le résultat. On va multiplier le résultat par le taux de conversion. Donc pour ça, je vais faire un const. On va dire qu'on va l'appeler calculated, hop, nickel, result est égal à parse float, hop, vu qu'on a des nombres à virgule, de amount, du coup, fois la conversion, donc c'est fois weight. Ensuite, on met à jour l'état avec le résultat de la conversion. Donc ici, on va utiliser le setResult, hop, pour changer du coup le state de result avec calculated result. En cas d'erreur, donc, on gère bien l'erreur, on console log l'erreur et on permet du coup le débugage en affichant l'erreur. Et ensuite, on va filtrer les devises disponibles. Ce qu'on veut, c'est que lorsque l'utilisateur choisit par exemple la devise de départ à l'euro, on ne veut pas que l'euro soit accessible dans les devises de conversion. Donc pour ça, on va se faire une petite fonction très rapide et très simple. Donc on va venir à la suite, on peut sortir de cette fonction maintenant. Parfait. Et donc on va se faire par exemple une fonction que l'on va appeler available currency est égal du coup à notre tableau currency point filter. Et donc ici on va venir filtrer les currency. Donc on renvoie une fonction qui aura currency en paramètre et qui me renverra
tous les currency, dont le currency.code, est strictement le contraire de mon from currency. Hop. De cette manière, je vais pouvoir donc récupérer toutes les devises qui n'appartiennent pas à la devise de départ, tout simplement. Et donc là, on a déjà toute notre logique, donc on va pouvoir commencer à créer notre return JSX. Donc ici, première chose, notre div principal, on va venir lui donner simplement un class name, un space y de 4. Donc ça met de l'espace sur y entre nos éléments. Ensuite, je vais rentrer une petite div ici, on va rentrer un label avec la classe block, la classe text sm. On va également mettre un font medium, un texte gray 700 et un margin bottom de niveau 1. Et à l'intérieur, donc, on va lui dire montant. Alors, hop. Parfait. Donc ici, pareil, on peut lui dire montant. Et donc, on aura notre input. Pareil, on va lui rajouter quelques classes wfull. On va lui rajouter un padding de niveau 2, un border et un roundedMD pour arrondir légèrement nos angles. Vu qu'on utilise un HTML4, on peut lui donner un ID. Et l'ID doit être la même valeur que le HTML4 pour le lier. Pourquoi? Parce que si maintenant je clique sur montant, ça va focus directement sur mon input. Et ça, c'est une bonne manière de faire pour le référencement SEO. Je vais rajouter également un placeholder. Donc c'est une indication supplémentaire pour l'utilisateur. Entrer un montant. Et donc ici, on va avoir entrer un montant qui est apparu. Au niveau du type, on n'est pas au type texte, on est en type number. Et on va lui donner une valeur. Donc value. Pour la valeur, ici, c'est amount. On peut lui donner un unchange. Donc lorsqu'on va changer la valeur, on va avoir une fonction qui aura E en paramètre et qui va venir changer le state de amounts avec set amounts avec e.target.value. Donc la valeur que va rentrer l'utilisateur dans notre input. Alors ici, pour ce petit tuto, je le mets ici, mais il est préférable pour la bonne pratique et également la maintenance de votre application de créer cette fonction à part, comme on a fait par exemple pour handle convert, et ensuite de le mettre. Parce qu'imaginez que votre fonction est très très longue, ça pourrait être illisible votre code. Donc ici ça va, c'est très court, donc on peut se permettre de le mettre ici, mais voilà, je préférais vous le dire quand même. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on peut sortir de la première div et on va se créer maintenant une grille. On va se faire une div.grid et on va lui dire que cette grille va faire 2 colonnes. On va lui donner également de la gouttière de 4. On va lui dire qu'à l'intérieur, on aura donc une div. À l'intérieur même, je vais également avoir un label. Donc pareil, on va lui donner la classe block.textsm, .font medium, .text gray 700 et margin bottom de niveau 1. Parfait. On va avoir également, donc je vais faire un plus, on aura également un select box. Alors le select box, on va le gérer après. Donc on va enlever le plus. Hop, alors pourquoi il l'a pas accepté? Parce qu'ici j'ai un apostrophe en trop. Hop, voilà, nickel. Et du coup, on va simplement se mettre le label à la ligne. Et ça aussi, on va se le mettre à la ligne. Alors pour le label ici, ça va être simple. Ici, c'est 2. Donc on part de la devise du coup de départ. Donc pour le label également, je peux lui dire from currency. Comme ça, notre select box, je vais pouvoir lui donner un ID from currency. Alors au niveau du name, on peut l'enlever. On va lui donner une valeur par contre, value. Pour la value, on va lui dire from currency. Donc ça correspond à notre state. Ensuite, on va lui donner un unchange. Unchange. Donc dans le unchange, on va lancer une fonction avec E en paramètre. Et donc cette fonction va faire quoi? Va utiliser, alors hop, on va se faire un petit peu de place. Elle va utiliser du coup set from currency pour changer le state de from currency avec e.target.value. Ensuite, on pourrait lui dire juste après, if, si e.target.value
est strictement égal à toCurrency. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, alors on va pas faire ça. Hop, hop, on va lui dire plutôt qu'on va faire une variable qu'on va appeler first available est égal à currency.find. Et donc on va récupérer toutes les currency dont le currency.code est strictement le contraire de e.target.value, donc de ce que va rentrer l'utilisateur, de ce que va choisir plutôt l'utilisateur. Ok. Ensuite, on peut lui dire if. Si par contre first available est true, alors dans ce cas-là, on va faire un set to currency en lui plaçant du coup notre first available.code. Ok, ça c'est une première chose. On peut également lui rajouter, alors hop, on peut venir en bas et lui rajouter des petites classes. Class name. Ici, pour les classes, on va simplement lui donner un wfull, un padding de niveau 2, border et un roundedMD. Et donc ici, vous voyez, je commence à avoir ma petite select box. Bon, pour le moment, il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore rentré les options. Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. À l'intérieur du select, on va mapper sur currency. Donc, on récupère les currency. Ensuite, à chaque fois, on va renvoyer une option. Donc, une balise option. Hop. Au niveau de la valeur, on va lui dire que ça va correspondre à currency.code. Hop. Vu qu'on utilise map, on doit lui donner une key. Donc, je vais lui donner également une key. Et pour la key, pareil, ça va être currency.code. Alors ici, on affiche le currency name et le currency code. Ce qui fait qu'on aura le nom et entre parenthèses, vous voyez, le euro, USD, etc. Et donc là, on a bien notre première select box. Ok. Maintenant, on va falloir créer la deuxième. Donc pour ça, même histoire. Je vais, je vais sortir de cette select box là. Hop. Et de cette div. Donc on va se mettre bien à la suite. Voilà. On va se rentrer une nouvelle div et on va récupérer le label pour éviter de se répéter. Hop. Donc là, c'est plutôt vert. C'est ici to currency. On va modifier du coup, tac, 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 le HTML4. Alors, est-ce qu'on avait mis l'ID dans le select? Oui, on avait mis l'ID. Ok. Et donc, on va pouvoir de nouveau avoir un select. Donc, même histoire. On lui donne l'ID to currency. Ok. Ça, on va se mettre ça un peu plus bas. On va pouvoir également donc lui rajouter la valeur, donc value. Value, c'est to currency également. Et un onChange, lorsqu'on va le changer. Donc onChange est égal donc à une fonction qui aura E en paramètre et qui va venir utiliser set to currency pour changer du coup la valeur du state avec la valeur de l'utilisateur. Donc E.target.value. Ok, et ensuite donc à l'intérieur, alors on peut lui donner également des petites classes comme on a fait pour l'autre, c'est vrai. Wfull on avait dit, padding de niveau 2, border et roundedMD. Hop, et on a bien le deuxième, ok. Maintenant, même histoire, on va mapper à l'intérieur du select pour faire apparaître les options. Sauf que là, ça va être un peu particulier. Pourquoi? Parce que ici, il va falloir afficher simplement les devises dont l'utilisateur n'a pas sélectionné, enfin du moins sans la devise que l'utilisateur a sélectionnée pour celle de départ. Donc pour ça, on va utiliser les available to currency et on va mapper dessus. Alors hop, par contre, tac tac, ok. Alors attendez. Il m'a mis un chevron en trop. Tac, tac, tac. Et donc ici, on va return des options. Ok. Alors. Tiens. On s'est trompé dans le nom. Oui, on a dû se tromper dans le nom.
Donc on va prendre cette fonction, cette nom de variable, pardon, et on va la mettre ici. J'ai dû faire une petite faute au niveau de l'orthographe. Donc au niveau des options, pareil, même histoire, on va afficher currency name et currency code. Au niveau de la valeur, et ben pareil, on va lui dire que ça correspond à currency code et on va lui donner également une clé parce qu'on utilise map. Donc ça, on va pouvoir récupérer ceci et on va pouvoir le mettre ici. Hop, ça revient à la même chose. Et du coup, je vais avoir la même chose, sauf que là, vous voyez, j'ai pas euro. Si je commence à cliquer sur dollar, hop, j'ai euro, mais j'ai plus dollar. Donc ça, c'est assez pratique. Comme ça, on peut gérer également ce genre de choses. Ensuite, il nous manque le petit bouton pour pouvoir valider tout ça. Donc, je vais sortir des deux divs. Je vais me rentrer un petit bouton à qui je vais donner la classe wfull. Un bgblue 600. Texte white également pour le texte qui sont en blanc. py de niveau 2, roundedmd. Lorsqu'on va le hover, on va faire un bgblue 700. Et puis c'est tout. À l'intérieur de ce bouton, je vais lui dire que est-ce que isLoading est true. Si c'est le cas, conversion encore, sinon convertir. Comme ça, on peut désactiver le bouton et ça évite plusieurs appels. Du coup, on va faire un disable et donc il sera désactivé si isLoading est true. Et on lui donne un onClick. Et ici, le onClick, ça va être le handle convert. Donc notre fonction de conversion. Ensuite, il va falloir afficher notre résultat. Donc je vais lui dire ici, si result est strictement égal au contraire de null, alors tu vas me renvoyer une div. Voilà, oups, tu vas me renvoyer une div avec la classe mt4, donc margin top de niveau 4, padding de niveau 4, bggreen, on va lui donner un bggreen 100 et un roundedmd. À l'intérieur, donc on va se faire un P avec un text enter et un text lg. Text enter et text lg. OK. Et donc ici, on va rentrer amount from currency est égal. Donc on va rentrer le montant avec la première devise. Et on lui dira donc que c'est égal au résultat .toFixed pour fixer deux chiffres après la virgule, vu que ça peut être des nombres décimales, avec du coup la devise de conversion. Et donc ici, on a fini notre converteur. Donc, je peux venir ici et tester. On va rentrer par exemple 2000. Je vais convertir 2000 $ en euros. Et donc ici, je vais bien avoir ma conversion. Si je sélectionne par exemple l'euro, hop, et bien ici, l'euro a disparu. Je vais par exemple, hop, convertir 2000 € en livres sterling. Et donc, hop, même histoire, je vais bien avoir ici ma petite conversion. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça coûte rien et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est bien sûr en description. Et nous sommes en live tous les vendredis à 21h30 sur Twitch, YouTube, TikTok. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre. Généralement, on code un projet ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.